Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Parmi vous, certains étaient là l'année dernière, donc nous nous sommes déjà rencontrés à la journée atelier d'écriture de Racine du Ciel, mais pour d'autres c'est une véritable rencontre. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à distance, puisque c'est un atelier qui se déroule à distance, ce qui a beaucoup de... On pourra peut-être y revenir, en tout cas ce qui présente beaucoup d'intérêt. Notamment, comme je le disais l'année dernière, le fait qu'on est chacun chez soi, dans sa bulle, dans une forme d'intimité, et qu'il est parfois plus facile de se livrer lorsqu'on est dans un cadre familier qu'autour d'une table, dans une salle de travail. Et puis aussi parce que l'écriture, c'est tout de même quelque chose qui se construit sur la distance et sur l'absence. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait qu'un atelier d'écriture à distance, c'était pour moi la possibilité de faire quelque chose avec la Corse, puisque vous ne le savez peut-être pas tous, mais je m'appelle Isabelle Miller, mais aussi Dominati. Je suis née Dominati, je vis à Paris, mais bon, mon port d'attache, c'est la Corse. C'était pour moi la possibilité de travailler avec la Corse, tout en étant à distance, et travailler ce matériau qu'est l'écriture dans la distance et dans l'absence. Cette année, donc, je suis ravie de vous retrouver, de vous revoir tous, puisque j'ai vu vos visages sur les écrans, et vous, pour la plupart vous vous connaissez, mais par moitié, je dirais, puisque cette année, l'atelier a eu énormément de succès. Nous avons fait 2 sessions, ce n'était pas prévu. Donc nous avons ouvert une seconde session, donc vous ne vous connaissez pas tous, vous vous connaissez par groupe. N'hésitez pas tout à l'heure à échanger. Voilà, nous commençons à constituer une petite communauté de l'atelier Racine de Ciel, et j'en suis, je dois dire, très fière. Très fière aussi d'accueillir ce soir Bernard Biancarel. Vous le savez, c'est notre compagnon de route dans cette aventure, puisqu'il vous publie. Et nous allons plus parler publication, mais c'est tout de même vraiment une chance quand on est écrivain, quand on écrit, quand on aime écrire, d'être publié de manière aussi avec un accueil aussi bienveillant par un éditeur, puisque vos textes figurent sur le site, sur le Décaméron, et Bernard, vous allez nous parler du Décaméron, de la publication sous forme de livre. Très fière également d'accueillir Bertrand Visage, parce que c'est un grand écrivain, parce que c'est un grand éditeur, parce qu'il a eu la gentillesse de faire le déplacement et d'être avec nous, d'être un ami de Racine de Ciel. Et puis je vais vous faire une confidence, très fière aussi parce que Bertrand Visage est mon premier éditeur. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et un premier éditeur, voyez-vous, c'est un peu comme un premier amour. On le quitte, mais on s'en souvient toujours. Voilà, nous nous sommes lus, nous nous sommes éloignés, nous nous sommes relus, et que voulez-vous, moi j'aime celui qui me publie. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même qui me publie à chaque fois? Et donc je suis vraiment ravie. Bertrand m'a publié à la NRF. Il dirigeait la revue de la NRF. Après, j'ai publié au Seuil. Ce n'est pas lui qui défendait mon livre en première ligne, mais je suis convaincue que sa lecture n'a pas été négative. Voilà, les livres ne sont pas là, c'est dommage, mais vous les verrez un jour. Et donc, pour moi, c'est un moment particulièrement important de pouvoir vous faire converser aussi avec Bertrand Visage, de vous donner l'occasion de vous exprimer, de poser des questions. Voilà comment ça va se passer. J'ai 2 questions à poser à mes invités. Tout à l'heure, Bernard Biancarel m'a dit qu'il ne fallait pas lui donner le micro parce qu'il le garde. Donc je ne lui donnerai pas mon micro, mais il en a un, donc il va faire... voilà.
J'ai 2 questions à leur poser et ensuite j'aimerais vraiment que vous leur posiez des questions avec toute l'énergie dont je vous sais capable, avec tout l'investissement dont je vous sais capable. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser puisque vous avez ici des professionnels du livre et des écrivains. Donc vous êtes au cœur, comme je vous l'ai dit quand je vous ai annoncé cet after de l'atelier. Nous sommes ici dans la fabrique de l'écriture, nous sommes avant le livre publié, nous sommes vraiment ici à l'origine où tout commence. Donc je vous en prie, surmontez vos timidités et n'hésitez pas, on va vous donner un micro tout à l'heure, n'hésitez pas, saisissez cette occasion que vous avez de poser vos questions à Bertrand Visage et à Bernard Biancarel. Donc ma première question, c'était le thème de cette soirée. Vous le savez, nous avons beaucoup plaisanté ensemble, mais sans nous inviter, autour de l'idée de consigne. Pour moi, une consigne dans l'atelier, dans les ateliers que j'anime, c'est évidemment quelque chose qui doit être dépassé. C'est plutôt une proposition, comme on le dit au théâtre. Je ne suis pas là pour, j'explique en 2 mots à mes invités, mes ateliers ne sont pas des cours où l'on donne des trucs pour écrire. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça à l'imparfait? À quel moment le personnage devrait... ou est-ce qu'on va faire un plot twist je ne fais pas ça du tout. Moi, ce que j'essaye de faire, même si nous sommes plutôt dans le récit, c'est de retourner leur âme comme un gant. Voilà. J'essaye de retourner leur âme et ils consentent, elles consentent à jouer avec moi à ça. Et voilà. Donc, malgré tout, il faut bien une consigne pour démarrer. Ma première question pour vous deux, c'est écrire sous la consigne, comme on dirait sous la contrainte, puisque la consigne est une contrainte. Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est toujours écrire? Est-ce qu'on peut appeler ça écrire? Ou est-ce que c'est remplir un cahier des charges? Est-ce que c'est déjà écrire? Bernard. Alors, je vais essayer de répondre. En fait, quand j'ai lu le thème de la rencontre, je me suis posé la question, évidemment, parce que un éditeur ne réfléchit pas du tout comme ça. Il ne travaille pas en donnant des consignes, évidemment. Puis je me suis dit, d'abord j'avais mal compris, j'avais lu contrainte et non pas consigne. La consigne, c'est ce que vous donnez, et la contrainte, c'est ce que l'on va tenter de dépasser. Ça devient une contrainte quand on l'accepte, la consigne, en fait. Et donc la contrainte, a priori, ça ne va pas avec la littérature, parce que la littérature s'échappe des contraintes. Elle doit partir, elle est toujours à la marge de la contrainte. Si vous prenez par exemple, je réfléchissais à ça parce que pendant une partie de mon travail d'éditeur, j'ai essayé de monter une collection de polars. Et le polar, pour moi, c'est un système de contraintes. Hein, et les bons polars, ce sont ceux qui dépassent la contrainte que l'on s'est donnée. Si vous n'avez pas un ensemble d'ingrédients dans un polar, c'est pas un polar, simplement. Donc, mais les bons polars, ce sont ceux qui dépassent. Donc la littérature, en réalité, elle se situerait presque à la marge, au moment où la contrainte n'existe plus, où on l'a dépassée. Du coup, la contrainte peut donner de la littérature par contraire, par antinomie, par effet inverse. Si vous avez une contrainte et que vous la dépassez, oui, la littérature, mais elle n'est pas dans la contrainte, elle naît en s'en échappant, peut-être. Alors, moi, je veux bien laisser le micro, là, maintenant. Maintenant que j'ai dit ça. Je vais modifier un peu la question que Isabelle a posée et je vais faire part de ma lecture personnelle de vos textes, puisque je les ai lus, puisqu'Isabelle a eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons de ce que vous avez pu produire grâce à elle. Et c'était pour moi... C'était un peu comme entrer dans un jeu dont personne ne vous a donné les règles. Puis essayer de deviner, voyons, c'était quoi la règle du jeu? C'était quoi la consigne, justement? Et j'ai eu comme l'impression, je peux me tromper, parce que nous n'avons pas discuté avec Isabelle, donc je vous livre ça sur le vif, comme ça. Il m'a semblé qu'il y avait 2 éléments. L'un,
extérieur à la littérature et l'autre intérieur à la littérature, si j'ose dire. Ben, l'élément extérieur, à savoir un objet dont il fallait parler. Cet objet, c'est le musée Fesch, le musée dans son ensemble, en tant que bâtiment, ou bien les œuvres, bien sûr, les œuvres exposées à l'intérieur de ce musée. Donc j'ai bien compris à travers tous vos textes que vous fixiez chacune sur une œuvre ou l'ambiance du bâtiment ou un gardien ou la vie secrète, nocturne ou autre qui règne dans ce lieu. Ça c'est l'objet extérieur. Et puis quelque chose de plus intérieur à la littérature, il m'a semblé que tous ces textes étaient sous forme de monologue. Mais c'était peut-être pas une règle. Donc il n'y avait peut-être pas de consigne de ce côté-là. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est qu'une consigne, elle peut avoir ce double aspect. On se donne un objet, voilà, je vais essayer de m'emparer de ça et d'en tirer quelque chose, d'en dire quelque chose, à ma façon. Ou bien elle peut être sur le mode de la forme, et la forme est beaucoup plus qu'une forme dans ce cas. C'est-à-dire, je vais essayer d'écrire quelque chose qui soit de ce genre-là, quoi, si vous voulez. J'ai pas envie de parler tellement de mes livres, mais je vais le faire tout petit peu. Dans mon dernier roman qui s'appelle Madone, je ne l'avais pas dit à mon éditeur, mais j'avais pas envie d'écrire un roman. Dans ma tête, c'était un conte que j'écrivais. Je me dis, je vais écrire un conte. Ça ne voulait pas dire il y aura des princesses, des dragons, des elfes et des lutins. Non, ça sera des gens très ordinaires, sauf qu'ils se permettront de vivre des choses, d'inventer des choses qui n'arrivent pas tellement dans la vie quotidienne, quoi. Mais tout ça, ce ne sera pas non plus la vraisemblance partant dans tous les sens, c'était dans le but de rechercher une vérité précise. Et cette idée d'écrire un roman qui serait en réalité un conte m'a donné une sorte de liberté formidable, quoi. Voilà. Allez, je prends un autre exemple tiré de mes livres, mais après j'arrête. On m'a dit que Bernard était très bavard, pour l'instant c'est moi qui parle le plus. Un de mes livres beaucoup plus anciens qui s'appelle Tous les soleils, à cette époque-là, je vivais en Sicile, j'ai passé beaucoup d'années en Italie du Sud, à commencer par la Sicile, puis à Naples, puis à Rome, puis etc. Et dans le premier roman où j'ai traduit l'espèce d'éblouissement que m'a procuré la Sicile, c'est un roman qui s'appelle Tous les soleils, et quelque chose me frappait beaucoup, c'est que l'importance d'un calendrier cyclique, en quelque sorte. La vie des gens était rythmée par des fêtes, par un temps en spirale, si vous voulez. Les mêmes fêtes, les mêmes événements familiaux ou collectifs reviennent aux mêmes dates, etc. Alors que nous, gens du Nord, tout de même, moi je me considère comme quelqu'un du Nord et pas de la Méditerranée, nous vivons dans un temps vectorisé. Ça avance d'un passé vers un futur. Voilà. Et l'idée d'être dans un monde où le temps était comme circulaire, en spirale, je me suis dit, il faut que je trouve ça, une forme qui traduise ça. Et je me suis dit, je vais écrire un roman qui sera, en fait, où chaque chapitre sera comme une nouvelle. À la fin du chapitre, on reviendra au point de départ et on repartira dans une autre boucle de la spirale. Voilà. Ça, c'était une contrainte formelle, mais la forme voulait traduire quelque chose de profond. Bernard, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure du polar. Le polar, c'est effectivement la contrainte maximale, et l'on voit bien, vu le nombre de polars qui sont adaptés à l'écran, que finalement, écrire un polar, c'est un peu comme écrire un scénario, c'est-à-dire qu'il y a un enchaînement de causalité. D'ailleurs, lorsqu'on assiste à des adaptations cinématographiques de romans, moi j'ai souvent l'impression que ce qui reste, c'est justement la littérature. Ce qui n'a pas pu être adapté au cinéma, c'est peut-être ce qui est proprement littéraire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bertrand. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et vous également, Bernard, mais sur cette idée que le polar, c'est justement à une extrémité du spectre, évidemment de tous les genres, et qui flirte vraiment avec le scénario. Je ne sais pas ce que... Et la difficulté, par exemple, à adapter, ça a été fait plusieurs fois, plusieurs tentatives, par exemple La recherche du temps perdu, par exemple nombre de romans ou de livres qui ne sont simplement pas adaptables. Sans doute, parce que ce que moi je voulais faire, c'était exactement ça, que ça échappe. Quelle était l'idée de cette collection ?
c'était de persuader un certain nombre de personnes qui s'imaginent ne pas pouvoir devenir écrivain, passer par l'amusement du polar, parce que c'est facile, on a une idée, il va se passer quelque chose, etc. Donc un fil, un scénario, d'accord, une histoire à raconter, avec un peu de sang par-ci, un peu de doute par-là, une pipe fumante, enfin bon, il y a un petit peu des éléments comme ça, presque obligés, de convaincre un certain nombre de personnes qu'en réalité, l'enjeu ne se situait pas dans leur histoire, mais dans la façon de la dépasser. Et donc, dans ces marges-là, de la norme et de l'espèce de règles auto-promues, je ne sais pas comment on peut dire, on sent, parce qu'en réalité, quand on lit des polars, et notamment des manuscrits, donc des gens qui n'ont jamais été publiés, on sent le potentiel d'écriture. Ça se voit. On voit un certain nombre de choses. J'ai en tête quelqu'un, je l'ai publié parce qu'une page m'avait beaucoup plu. Une, qui n'avait rien à voir avec le polar. Et je me suis dit, là, à ce moment-là, celui-là, peut-être qu'en tirant quelque chose, il va aller au-delà, il va dépasser ce qui est alors non plus la contrainte uniquement de l'objet de la littérature à écrire, etc., mais une espèce de contrainte donnée à soi qui est, c'est pas pour moi je fais ça pour rire, ça m'amuse, écrire c'est un amusement, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et qu'est-ce que vous avez senti dans cette page qui vous a séduit? Mais je pense que c'était de la poésie. Je pense que c'était de la poésie, c'est-à-dire en plein milieu de là, vous aviez une description qui échappait au livre, tout à coup. Voilà. Ça, pour moi, c'est très très clair. J'en ai d'autres comme ça en tête. Donc, en réalité, la collection Polar, telle que je l'imaginais, c'était un banc d'essai en fait. J'avais la possibilité de publier. J'avais envie de construire une collection comme ça, sans être un super expert en polar du tout. Hein. Mais l'idée, c'était comment, dans un endroit où la littérature a beaucoup de mal à émerger, comment on fait pour construire des écrivains? Comment on fait? Parce que le problème de l'éditeur, c'est pas le livre, c'est aussi les livres qui se suivent. Vous dites passer d'un éditeur à un autre, mais nous ici, on a besoin de continuité. Il faut des gens qui assument le 1, 2, 3 livres, parce que les enjeux sont importants dans une culture. Il faut des écrivains, il faut des gens qui écrivent, parce que sinon elle ne distribue pas son imaginaire, elle ne participe pas, elle ne crée pas de liens suffisants. On est tout petit et on avait des gros manques. Alors on a tenté de combler ce manque-là. Hein, les éditions Alvéane comblent beaucoup de manques dans les livres patrimoniaux, il y a toute une série d'ouvrages comme ça, de catégories, les beaux livres, la jeunesse, etc. Nous travaillons dans toutes les catégories parce que nous travaillons dans une forme d'édition qui était désertique. Là, elle est pléthorique, on nous reproche ça, mais en réalité, elle n'est pas du tout pléthorique, elle est toujours en construction. Donc la question qui se posait, c'est comment faire émerger des auteurs. Est-ce que dès le premier roman, puisque vous n'en avez jamais fait, est-ce que vous allez voir le type qui va sortir du chapeau et qui va monter, et qui va vous donner un livre, 2 livres, 3 livres, et qui va monter en puissance, et qui va vous donner quelque chose de puissant, et de fort, et de partageable, et d'intéressant, Donc toute la question se situait là, en réalité, dans le polar. Donc c'était des gens qui s'étaient donné une contrainte, l'air de rien, pour s'amuser, l'air de rien, tout se fait l'air de rien. Mais c'est vrai que l'air de rien, la littérature déborde, elle échappe. La caractéristique principale de la littérature, c'est qu'elle échappe au cadre. Elle est intéressante dans les marges pour moi. Quand on arrive, quand elle dépasse, quand elle porte quelque chose d'inattendu, on va dire, quelque chose comme ça, elle est peut-être dans l'inattendu, je sais pas. Voilà, donc voilà ce que je peux dire sur cette idée. Merci. Bertrand Visage, là je m'adresse à l'éditeur. Comment fait-on émerger un écrivain?
Et vous-même en répondre sur le polar. Bon. Ah oui, allez-y, mais bien sûr, sur le polar aussi. J'ajoute quelques mots sur le polar, puisqu'on en était à parler. D'abord pour dire, je ne lis pas de polar, donc je vais avoir en principe pas grand-chose à en dire. Si ce n'est quand on se trouve à la marge du roman policier, et là on revient à ce dont vous parliez de la consigne et la transgression de la consigne, etc. Puisque je parlais tout à l'heure de la Sicile, un écrivain qui s'appelle Leonardo Sciascia, que j'ai beaucoup admiré, et notamment, si je peux vous donner un conseil de lecture, un roman de lui qui s'appelle Le jour de la chouette, Il giorno della civetta, et c'est l'exemple parfait d'un polar qui n'en est pas un, d'un roman policier métaphysique en quelque sorte. Le thème en est en gros, comme souvent chez Sciascia, la confrontation entre le sud et le nord. On a un jeune lieutenant de carabiniers venu du nord de l'Italie qui est pétri de valeurs républicaines, croyant à l'état de droit, aux principes égalitaires, à toutes sortes de valeurs comme ça, et qui arrive dans le profond sud, qui arrive en Sicile, et qui se heurte à l'opacité profonde du monde sur lequel on lui demande d'enquêter, notamment il y a un meurtre, etc. Il n'avance à rien, et peu à peu, il s'agit d'un meurtre mafieux, peu à peu, il comprend qui est le coupable, il comprend qui est le chef mafieux, etc. Et le roman bascule dans quelque chose que je trouve très beau, qui est, il sait que c'est lui, il sait en même temps qu'il ne le coincera jamais. Voilà. Et il lui mène un interrogatoire qui est en réalité une discussion métaphysique sur le sens de l'existence, en quelque sorte. Et il lui pose des questions du genre vous allez à la messe tous les dimanches, on me dit, les gens du village me disent qu'ils vous voient à la messe, et vous communiez, vous priez. Oui, absolument. Et en même temps, vous êtes le commanditaire de plusieurs meurtres. Alors il ne dit pas il se garde bien l'autre de dire oui, mais il dit qu'il ne voit pas le problème. Il dit, et il a une phrase, il faudrait que je la retrouve. Je vais la dire en italien d'abord. La Chiesa è grande proprio perché ciascuno può starci dentro a modo suo. L'église est grande précisément parce que tout le monde peut se trouver dedans à sa façon. Moi, par exemple, qui suis un beau salaud, je peux être dans l'église comme les autres et ça ne m'empêchera pas de continuer à être un beau salaud. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et il y a comme ça un dialogue d'un cynisme et d'une limpidité extraordinaire qui va bien au-delà de l'interrogatoire de police. Là, c'est le moment où le roman policier m'intéresse, si vous voulez. Je comprends, on peut citer aussi Dashiell Hammett ou certains romans de Simenon. Exactement, voilà. Dashiell Hammett en sera un bon exemple aussi. Et alors, comment fait-on émerger un écrivain? Vous avez émergé vous-même en tant qu'écrivain et en tant qu'éditeur, vous voyez des écrivains émerger. Comment fait-on émerger J'ai repris la formule de Bernard Biancarel et je suis sûre qu'ils sont tous très intéressés par ce sujet. Et ben d'abord, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que c'est un métier où l'on travaille sur de la pâte humaine, voilà, sur l'âme des gens, sur leur subjectivité la plus secrète, voilà. Et quelquefois, on sait qu'on a en face de soi quelqu'un qui possède une singularité profonde, qui cherche encore les mots pour dire quelque chose d'important, voilà. Et c'est un long travail de proximité, de tâtonnement. On imagine qu'on s'occupe des écrivains quand ils publient un livre. Non, on s'occupe d'eux surtout quand ils traversent une période de doute, d'incertitude, voire d'alcoolisme, voire de tout ça. C'est là qu'on s'occupe vraiment des écrivains, quand ils sont rongés par le doute. Merci. Vous êtes d'accord avec cette... en tant qu'éditeur, vous êtes d'accord avec cette... Oui. Vous bien confirmez? Sûr. Oui, bien sûr. C'est un travail qui oblige à beaucoup de psychologie, beaucoup de présence, c'est vrai. Une attention particulière, une bienveillance, et aussi l'idée de garder solide ce qui a fait que le livre est arrivé. Il ne faut pas toucher ce qui a produit l'écriture. Moi, j'essaye d'être le plus attentif à ça, parce que
ce qu'il y a de plus important, alors là, ça c'est le délire, pas de l'éditeur, mais de la personne, hein, c'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose d'éminemment beau dans le fait d'écrire, de porter son manuscrit, d'éminemment touchant, et ça c'est un ressort qu'on n'a pas le droit de maltraiter. Parce que, quel que soit ce que l'on pense de l'écriture, quel niveau, quel rêve peut avoir l'auteur de grandeur et il peut se tromper, et on peut se tromper, tout le monde peut se tromper, la chose la plus extraordinaire, c'est ce moteur qui fait qu'à un moment donné, une personne décide d'écrire. Pour moi, c'est un mystère d'ailleurs. Moi qui ne suis pas écrivain, j'ai écrit des livres, mais sous pseudo. Donc, des livres de commandes, de contraintes, presque on pourrait dire. Là, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec quelque chose qu'il a écrit, même insuffisant, il y a mis quelque chose, il y a mis des heures, il y a mis du temps, il y a mis son amour, il y a mis quelque chose qui est profondément un ressort. Parce que alors là, il faudrait demander aux gens qui sont là pourquoi ils écrivent, comment ils sont arrivés à l'écriture et pourquoi ils ont décidé de passer le pas. À un moment donné, il y a quelque chose, il y a une forme d'urgence humaine à écrire. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire dans ce métier. C'est-à-dire, on voit énormément de gens, tous peut-être, passionnés par l'écriture, passionnés par le désir de dire des choses qu'ils ont au fond, des fois pas très bien, des fois effectivement avec du soutien, des choses comme ça, des choses qui n'ont pas émergé tout de suite, on le sent, on voit très bien que des fois c'est très, très visible dans les premiers romans, ça tourne autour du pot, on ne va pas au fond, parce que évidemment c'est un exercice très difficile de faire un premier roman. Je crois que c'est ça, moi, qui me touche le plus, qui m'intéresse le plus. Après, le destin du livre, quand on le choisit, quand on travaille, ça c'est technique, c'est plus... on va essayer de ne pas rester dans le pathos. On va essayer d'aller... Parce que le livre, on ne le fait pas pour l'auteur, on le fait pour le lecteur. Donc, évidemment, l'attention à l'auteur... on va détourner cette énergie que l'on a, on va aller vers l'idée que quand même il faut un lecteur. C'est le lecteur qui est la personne principale dans la question du livre. C'est lui, c'est lui qui va lire. Donc là, il faut être très rigoureux, très, très net sur ce qu'on attend du livre pour le lecteur. D'accord ? Et donc je pense que le travail que nous faisons est un travail là essentiel justement pour sortir de la sphère de l'auteur pour se diriger vers la sphère du lecteur. J'ai envie de souligner ce que vient de dire Bernard parce que ça me paraît très important, je suis entièrement d'accord. Pour le dire autrement, mais ça revient au même, on est devant un être, on est devant un être humain qui a écrit quelque chose, il ne faut surtout pas essayer de tirer le texte à soi. Il ne faut pas essayer de l'amener à l'idée que l'on se fait de la littérature. Il faut surtout préserver la spécificité, la singularité fragile, parfois balbutiante de la personne que l'on a en face de soi. C'est ça l'essence de l'édition. Merci Bertrand. Bernard, vous avez devant vous 20 personnes qui écrivent. Vous les avez lus, Bertrand, vous les avez publiés, Bernard. J'en ai lu une partie et je l'ai lu. Tout ce qui est mis en ligne est lu, hein, évidemment. Bien sûr, lu et relu même. Je sais bien, et je vous en remercie. Nous vous en remercions. Je vais faire entrer un peu plus Bertrand Visage et Bernard Biancarel dans notre atelier d'écriture de cette année, puisque le thème, je le rappelle, c'était le musée imaginaire. Puisque nous avons la chance d'être en partenariat avec ce magnifique Palais Fèche, Musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Et cette année, j'avais choisi, puisque nous changeons de thème chaque année, j'avais choisi le thème du musée. Alors ce que vous avez lu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monologues, mais il faut préciser que l'échantillon n'est pas représentatif parce que les participants ont choisi eux-mêmes ce qu'ils voulaient, ce qu'ils jugeaient digne de passer sous vos yeux. Donc vous avez surtout, je crois, de la séance 3,
sur 5 qui a été un grand succès. Et puis c'est le pic, vous savez, c'est comme au théâtre. Voilà, c'est le moment voilà, la séance 3. On se détend un peu plus, on se connaît un peu mieux. Dans le rôle du lecteur, de cette posture fantasmée qu'est le lecteur, c'est moi qui l'ai tenu en premier lieu, mais aussi tous les participants, puisque, bien sûr, comme dans tout atelier, nous lisons les uns les autres, et j'étais la seule à ne pas écrire, ce qui est assez confortable pendant quelque temps, d'être celle qui n'écrit pas. Donc je voudrais vous poser cette deuxième grande question à tous les deux. Je voudrais que l'un comme l'autre, vous nous parliez de votre musée imaginaire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettriez. Voilà, je vous donne la grande galerie du musée Fesch. Vous avez le droit de mettre des tableaux, mais aussi d'autres objets. Vous avez le droit aussi de mettre des choses immatérielles. C'était finalement la dernière, c'était la proposition de la dernière séance. Il y a une variante parce que dans un musée, un musée est un lieu d'exposition, comme cette grande galerie, mais également un lieu de conservation où on n'expose pas forcément tout ce qu'il y a. Il y avait des caves et donc j'avais demandé aux participants de choisir si c'était une exposition qu'ils faisaient et donc c'était le commissaire d'exposition qui décrivait son exposition, ou bien c'est le conservateur qui évoquait ce qu'il y a dans le secret des caves non montrées au public pour une raison ou pour une autre. Donc je vous invite tous les deux, si vous voulez bien en quelques mots, à construire. Voilà, je vous donne un espace. Et comme ça. Vous mettez comme ça. Qu'est-ce que vous mettriez dans votre musée imaginaire? Écoutez, je l'aurais demandé. Je me lance, Bernard. J'y vais le premier. Hein. Il faut bien se jeter à l'eau. Si encore Isabelle nous avait prévenu avant le début de cette rencontre, vous savez, je vais vous poser la question piège, ce serait quoi votre musée imaginaire? Mais non, comme ça. Alors, j'ai le droit de choisir mon musée déjà, hein, parce que dans ce cas-là, je suis parisien, hein, et je prendrais le musée de l'homme, et dans le musée de l'homme, la grande galerie de l'évolution, que certains de vous ont peut-être visité avec des enfants, etc., où on a des squelettes de dinosaures, de baleines, de tout ce que... on a toute l'évolution de la vie humaine sur Terre, et on est au milieu d'espèces dont beaucoup ont disparu, ou bien ne vont pas tarder à disparaître, car la planète va mal, donc espèces disparues, espèces menacées, et au milieu de ça, il y a nous, et nous sommes quoi, nous? Espèces menacées, espèces menaçantes plutôt, voilà. Et j'aurais écrit quelque chose autour de ça, voilà, de moi chétif être de chair et d'os, au milieu de tous ces ossements, de bêtes fabuleuses qui hantent notre imagination et dont beaucoup n'existent plus, et ce que ça veut dire sur le devenir de la petite boule d'eau et de terre et de feu qui nous supporte. Merci pour cette spontanéité et ce moment créatif. Signé Bertrand Visage. Bernard? On voit qu'il est auteur. Hein. Au moins, ça ressemblerait plutôt à un bric-à-brac, une brocante, avec des choses usées, des choses dont on se demande à quoi elles servent. Voilà, j'ai dans mon bureau un endroit où je mets des c'est quoi ça, c'est-à-dire des objets où on ne sait pas ce que c'est, on ne sait plus. Et j'aime beaucoup ça, voilà. C'est quoi ça? Je crois que c'est une question que je travaille tous les jours. J'essaye de comprendre et de savoir. Voilà. Et donc, je pense que ça serait plutôt quelque chose avec des choses inattendues. Encore une fois, peut-être, c'est ma part littéraire que je n'exploite pas, peut-être. Inattendu, vous voyez, improvisé, un peu comme je l'ai fait avec nos invités. Vous qui avez participé à l'atelier, vous avez compris que je sais poser cette question sans leur dire avant, justement pour que vous vous livriez un petit peu sans préparation et que les participants de l'atelier vous connaissent de manière un peu plus intime et un peu plus... voilà. Parce que maintenant, je vais leur donner la parole et ce sont eux
qui vont vous poser les questions qui les taraudent sur l'écriture, sur comment ça vient, comment ça se passe, comment ça se réécrit, comment ça se défait. Et voilà. À vous. Est-ce que nous avons un micro ou est-ce que je dois donner le mien? Merci. C'est à moi de répondre. Qui veut commencer? Oui, oui. La décision de publier un manuscrit, de faire qu'un texte devienne un livre, elle naît dans une maison d'édition qui a une certaine taille. Je ne sais plus si j'ai précisé que je travaille aux éditions du Seuil, qui est également mon éditeur, l'éditeur de mes romans, et que ça s'est passé dans l'ordre inverse, c'est-à-dire jusqu'à un âge avancé de ma vie, je ne connaissais rien au métier de l'édition, mais j'écrivais, je publiais, et je publiais mes romans au Seuil, voilà. Et puis un jour, ayant décidé de quitter l'Italie, donc j'ai parlé de l'Italie, mais j'y ai passé beaucoup d'années, j'ai passé 12 ou 13 ans, j'ai eu le sentiment qu'un pan entier de ma vie se refermait, et j'avais besoin de revenir en France, et donc je suis revenu, et je suis devenu éditeur. À ce moment-là, je suis devenu éditeur dans la maison qui publiait mes propres romans. Mais je suis éditeur dans cette maison parce que auparavant j'étais auteur dans cette maison. Voilà. Voilà. Et ce qui permet d'ajouter que au Seuil, il y a un comité de lecture. Donc je vous disais, il n'y a pas une seule personne. L'addition de publier un livre ne dépend pas d'une personne, mais d'un ensemble d'éditeurs de la maison. Et presque tous sont eux également des auteurs. On a un rapport intime et personnel, subjectif à l'écriture. Voilà. Mais ce sont des gens de sensibilité très 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 différentes, vraiment. Et par ailleurs, je crois qu'il n'est pas souhaitable de publier seulement les livres dont on se sent proche personnellement. Moi, quand je donne mon accord pour publier tel ou tel manuscrit, il s'agit souvent de livres de textes qui sont aux antipodes de ce que non seulement de ce que j'écris, mais même de ce que je lis pour mon plaisir quand je lis au fond du lit le soir et non pas pour le travail, quoi. Oui, nous on est dans une configuration un petit peu différente, puisque c'est une maison d'édition régionaliste, donc qui porte beaucoup sur son dos l'idée de structuration de la culture, de création d'espaces repérables pour notre culture, notamment la langue corse. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus pour qu'elle existe et pour qu'on arrête de dire qu'elle était la langue pour appeler les chèvres, comme a dit un certain auteur un jour. Donc nous avons beaucoup travaillé dans l'idée de militance, de structuration, de construction. Il faut s'imaginer que quand Albiane est née il y a 40 ans, ben, il n'y avait rien, hein. Il n'y avait pas d'éditeur, il y avait 3 ou 4 éditeurs qui ont presque tous capoté. C'est une édition qui s'est montée sur rien, sur du néant. Alors, qu'est-ce que ça donne comme truc? Ça donne évidemment un combat multiforme sur une gamme de livres très très large, hein. On ne publie pas que du roman, pas que de la littérature. On a été obligé d'équilibrer nos forces pour faire un petit peu tout, pour que tout le monde puisse accéder à cette culture, le patrimoine. On a beaucoup publié de bouquins d'histoire, de culture, etc., de langue corse, mais aussi des livres qu'on pourrait qualifier de loisirs, de la cuisine, des choses comme ça. On a essayé d'équilibrer pour en donner à tous les publics. De là, évidemment, naît une contrainte en soi qui est notre propre limite. On ne peut pas faire 200 bouquins, sinon on devient fou. Déjà, on dort peu. On est à la limite de notre production toujours. Toujours.
C'est une édition qui est extrêmement difficile à mener parce que nous devons sortir les livres, parce que sinon cette culture est en déshérence. Et en même temps, on est peu nombreux, le marché est très, très faible, on n'est que 360 000 habitants sur cette île. Hein. Donc il y a des contraintes extérieures extrêmement fortes. Extrêmement fortes. Je disais à Bertrand tout à l'heure qu'une maison d'édition comme Albiane, c'est un pur miracle. C'est-à-dire, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens. En soi, c'est un non-sens. Mais ça existe. Donc, à l'intérieur de ce système de contraintes, je lui disais aussi que c'est une maison qui a 40 ans, mais qui a été obligée de changer plusieurs fois son mode économique. Par exemple, Albiane, pendant 10 ans, ne faisait que du beau livre, des gros livres, un gros dictionnaire, etc., qui étaient vendus au porte-à-porte, parce qu'il n'y avait pas de librairie. Il y avait 3 librairies en Corse. Donc vous avez des conditions extérieures indépassables. Vous vous y frottez, vous êtes obligé de vous adapter à ça. Après, évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'éditeur, il a son idée, il a envie. Il a des envies, il a des désirs, il veut faire des choses, il veut explorer tout, il reçoit beaucoup de manuscrits. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'arriver à avoir quelque chose qui soit, c'est bête de dire ça, mais je vais le dire quand même, utile. C'est-à-dire que le livre serve à un moment donné à quelque chose, qu'il ait du sens. D'accord? Alors, du sens, il n'est pas qu'esthétique, il n'est pas que... donc, il y a aussi ce type d'idée derrière une maison d'édition militante. Hein? C'est-à-dire, on cherche des choses, on va chercher à faire émerger une expression, un type d'expression, on va chercher à consolider, à promouvoir des imaginaires dont on sent bien qu'ils naissent ici, hein, parce qu'évidemment une maison d'édition ici, elle est le reflet de la société d'ici. Hein. On est, comme je disais tout à l'heure aussi à Bertrand, on est en réalité en circuit court. On est très proche de nos lecteurs, très proche de nos auteurs. Et on crée un lien, vous pouvez croiser les auteurs d'Albiane dans la rue. Hein. Voilà, ils sont là. Donc ça crée quelque chose, ça crée quelque chose d'assez, comment dire, qui nous oblige d'une certaine manière. Hein, on a quelque chose à voir avec notre public. On lui doit un certain nombre de livres. On ne va pas faire des livres comme ailleurs. On va faire des livres comme en Corse. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire que tous les sujets sont corses. Là, on publie bientôt un magnifique livre, il se passe en Mongolie. Et il n'y a pas un mot sur la Corse. Mais bien sûr, si vous lisez ce livre, vous allez être touché parce qu'il est né ici. Et c'est une histoire, c'est un petit roman qui ne paye pas de mine, qui est magnifique. Donc, des fois, ça peut être ça. Mais c'est pourquoi? Parce que ça. En réalité, ce que nous essayons de faire, c'est d'être au diapason de notre société, sans prendre nos désirs et nos fantasmes pour la réalité. On essaie d'être concret sur ce qui arrive, ce qui nous est proposé, pour faire le mieux pour le public d'ici. Voilà. Mais évidemment, c'est un exercice d'équilibriste et des fois peut-être qu'on n'est pas bon, ça c'est très possible. Mais en réalité, derrière Albiane, c'est vraiment ce désir-là. Voilà comment, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, comment on choisit. Quant au prix, je ne sais pas. Les prix, je ne vais pas dire ce que je pense, parce que je pense pas des... Non. Moi, je pense que je pourrais pas être membre de jury, bizarrement, parce que je passe mon temps à effectivement jauger les manuscrits.
Mais être membre d'un jury, je pense que je ne le ferai pas. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que je ne serais pas légitime. C'est bizarre, hein. Je me pose toujours la question de la légitimité du jury. Voilà. Mais je ne saurais pas dire tel jury il est bon et tel jury il n'est pas bon. Tel jury choisi comme ça, je sais qu'il y a des jurys qui choisissent comme ça, pile ou face, ou je ne sais pas comment ils font. Ça a été le cas ici en Corse. Ça a été le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je ne m'y intéresse pas. Je suis content pour les auteurs quand ils ont un prix, mais je ne crois pas que ça soit la chose la plus comment dire, valorisante. Parce que la question c'est la question de la légitimité. Voilà, ça donne une légitimité à un livre, et c'est très bien, mais il y a un côté un peu factice de mon point de vue. Voilà pourquoi je dis je suis prudent là-dessus. Voilà. Bertrand Visage, vous avez remporté des prix. Quelle est votre impression? Les prix, oui, quand j'avais 28 ou 30 ans, j'ai eu le prix féminin. Voilà, oui. Ça me paraissait naturel d'ailleurs. J'avais l'impression que la vie serait tout le temps comme ça. J'étais pensionnaire de la Villa Médicis à Rome à ce moment-là. En plus, j'avais le prix féminin. J'acceptais ça comme une chose tout à fait naturelle, et puis sans doute ça allait continuer, et toujours comme ça. Voilà. Les prix faussent beaucoup. Peuvent avoir. S'ils mettent l'accent sur un livre qui sans cela n'aurait pas été lu, s'il s'agit de défendre la bonne littérature, c'est pas toujours le cas, et c'est surtout le fait que ça fait un coup de projecteur tellement violent sur un livre qu'à côté les autres restent dans l'ombre, ce qui n'est pas juste non plus. Voilà. Donc c'est très embarrassant la question des prix. Je ne suis pas dans un jury, si dans un jury d'un tout petit prix qui s'appelle le prix Valérie Larbaud, qui ne fait pas vendre un seul livre. Mais je ne souhaiterais pas être au Renaudot, au Femina ou au Goncourt. Voilà. Isabelle m'a posé la question de première posée au conférence en demandant pourquoi on l'intéresse à cette technologie. Je me suis donné en France, je me suis dit que je dois en prendre quelque chose en compte. Donc, c'est un petit peu particulier. J'ai fait en poésie de manière instinctive. Et ça se passe pas trop mal. Une édition, on va revenir sur une édition. Je sais que et le moyen de l'édition, c'est de coucher son texte sur un papier, parce que comme on dit, l'ordinateur ne fait pas partie de notre pratique courante. Donc le livre a toute sa magie. Donc moi, j'essaie d'éviter. J'ai fait de l'auto-édition sur Internet, ce qui m'a permis de faire 5 ouvrages. Et je suis satisfait, non pas de vendre, parce que c'est pas mon but, je m'en rends complètement, mais de l'avoir en termes d'objet. Et je sais que cet objet, je vais le transmettre à ma descendance. Et ma satisfaction, l'atelier d'écriture, alors pourquoi? Pour perfectionner et prendre des conseils avisés professionnels. Et l'atelier d'écriture d'Isabelle m'a enchanté. Premièrement parce que les conseils étaient toujours, on va dire, positifs, jamais négatifs, même si le méritait. Et toutes les, non pas les ficelles, les discussions qu'on a eues et le melting pot des autres participants font que
j'ai grandi un peu. Et à mon âge, c'est agréable. Parce que passer un certain âge, on a plutôt tendance à se rapetisser qu'à grandir. Ben, j'ai grandi un peu. J'ai au moins grandi dans ma tête. Voilà. C'était l'expression que je voulais dire, et ça va peut-être lancer un peu des discussions, parce qu'il faut se jeter à l'eau. Alors mon âge me permet de me jeter à l'eau, et j'espère que les témoignages vont arriver derrière, parce que c'est dommage de ne pas profiter de votre présence. Et voilà. Merci Michel. Merci beaucoup. Alors d'autres questions? Je vais profiter, puisque le micro est tout près, je ne vais pas me gêner, enfin, si, un peu. Bon, moi je me suis inscrite à l'atelier d'Isabelle en me disant, si ça ne me plaît pas, j'arrête. Voilà, c'est ou j'embarque ou j'arrête. Donc j'avais le choix. Et comme ça, je suis plus détendue pour le coup. Alors, ça fait quelques années que j'écris. Je ne suis pas du tout dans le monde des écrivains, mais j'écris depuis longtemps dans l'urgence et puis dans des situations qui vont me créer du stress ou alors l'adrénaline, et je vais écrire par instinct. J'aime bien le côté instinctif de l'écriture. J'écris pour dire des choses, pour les marquer. J'en ai un peu partout. Je suis épuisée finalement d'écrire, de les avoir là, à droite, à gauche, je sais plus. Donc je me dis que jamais je sortirai de livre, même si j'ai dans la tête de ce livre. Mais je ne l'écrirai pas, puisque j'ai déjà écrit pas mal de choses et que, bon voilà quoi, c'est touffu. Et puis j'ai l'angoisse de l'école, donc c'est la faute, les fautes. Et ça, c'est très stressant, parce que voilà, si on peut aussi avoir cet handicap de l'orthographe qu'on nous a enseigné, toutes ces règles. Mais ces règles, je les ai, elles m'ont échappé vers les 8 ans, quand la maîtresse à l'époque avait dit « c'est l'exception qui confirme la règle ». Je suis tombée dans un trou noir, je me suis dit « mais moi je suis une exception alors », dans le sens négatif. Je ne le voyais pas comme voilà, quelque chose de bon. Voilà. Là, j'aurais quand même une question, parce que j'en aurais trop à dire, et puis finalement, il y a du monde derrière. Je voulais savoir pourquoi, si vous saviez pourquoi, quand j'écris au masculin. Donc je me suis dit, et là en lisant le dernier texte, je me suis dit, il faut arrêter de mettre Doria, etc. Il faut que je trouve ce nom, parce que je ne sais pas écrire au féminin. Voilà. Je ne sais pas écrire, c'est toujours le masculin qui parle. Ben écoutez, il y a une phrase de Rimbaud bien connue dans la lettre aux voyants, « Je est un autre ». Voilà. Bon, et c'est ça. Exactement. L'un des éléments magiques de l'écriture est que l'on peut écrire au je, et que ce je ne soit pas soi-même, mais voilà, une projection de soi-même dans une autre identité. C'est ça. Je est un autre. Oui, absolument. Je est un je. Voilà, je ne sais pas si... Moi, oui, je peux me lever aussi. Bonsoir, merci. Moi, je m'interroge beaucoup aux coulisses de l'édition. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de textes qui parviennent jusqu'à vous? Est-ce que c'est des gens qui écrivent depuis... qui ont une expérience là-dedans? Est-ce que c'est des gens comme nous tous ici qui déposent un jour des écrits à votre porte? Et est-ce que vous avez le temps de tout lire? Comment vous choisissez celui qui vaut la peine de s'y pencher? Voilà. C'est un peu la première question d'ailleurs. Oui, ben, je peux répondre. Oui, beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits. Nous avons, du fait de notre histoire, publié beaucoup de premiers romans, énormément. En disant à chaque fois, attention, nous ce qui nous intéresse, c'est pas le premier, c'est le second. Donc déjà,
Ça met une perspective toujours, hein, et on voit s'il y a quelque chose derrière ou pas. Bon, si vous venez un jour dans mon bureau, vous verrez, il y en a jusqu'au plafond. Il y a énormément de manuscrits. Beaucoup de gens écrivent encore, énormément. Évidemment, on ne peut pas tout publier. Évidemment, c'est dire qui a la chance de passer la rampe, j'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a probablement aussi un peu de chance, c'est vrai. Moi, j'essaye d'être attentif dans la mesure du possible. C'est extrêmement difficile parce que j'ai évidemment peu de temps, parce qu'il faut vous imaginer qu'une maison d'édition telle que la nôtre, elle est très petite en nombre de personnes. Moi, je reçois les manuscrits et après on discute de ce qui peut passer ou pas, qu'est-ce qui peut passer, qu'est-ce qu'on pourrait travailler. Derrière viennent après des contraintes qui sont autres et qui font que des fois on dit non à des bons livres. C'est très souvent en fait. L'horreur du métier, c'est ça. C'est que très souvent on renonce pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire pas la qualité, pas le... très souvent, ce qui arrive dans des maisons d'édition comme ça, petites, localisées, etc., c'est que on va, de manière assez égoïste, évaluer le travail qui nous reste à faire. S'il y a beaucoup de travail, on va dire c'est pas possible. Même si l'idée est très bonne, même si s'il y a beaucoup de reprises, comment voulez-vous qu'on fasse? Et on peut pas, comme on n'est pas spécialisé. Si vous venez avec un roman qui commence à l'envers, alors des fois c'est vrai, c'est très futile, c'est bête. C'est le premier chapitre qu'il suffit de déplacer peut-être 3 chapitres plus loin, peut-être, d'accord. Mais si vous avez cette chose-là qui arrive dès le début, vous allez vous dire, comment je vais faire? Je vais travailler 3 mois, 4 mois, voilà. Donc c'est une question de, c'est malheureux, mais c'est la gestion du temps. Comme derrière l'espoir de vente est toujours bas, toujours faible, parce qu'on est petit, parce que quelqu'un qui publie son premier roman, ben, vous ne savez pas si vous allez le vendre ou pas. D'accord? On a la caractéristique des premiers romans ici, c'est qu'ils sont rares à casser la baraque. D'accord? On le fait, encore une fois, dans l'idée de structurer. Donc, non seulement vous allez beaucoup travailler, mais en plus pour rien, en gros. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous posez les bonnes questions, c'est-à-dire comment je vais répartir mon énergie, où est-ce que je vais la mettre, comment je vais faire. Alors, pour pallier ce problème-là, qui est un problème cruel, à la fois pour l'auteur et pour l'éditeur, je peux vous assurer que c'est extrêmement difficile de dire non à quelqu'un. C'est comme ça que l'idée du Decameron est venue. En fait, le Decameron, c'est un petit peu une soupape de ça. C'est-à-dire, dans le Decameron, on prend les textes. Après, moi, je fais mon travail. Je lis, je règle les problèmes de coquilles et ce genre de trucs-là, facilement. Hein. Et on publie, pour que les textes vivent quand même. Donc, on a trouvé ce moyen terme qui est d'essayer de faire quand même vivre les textes, malgré tout, malgré le fait que voilà, on est dans des situations qui ne sont pas favorables finalement, qui ne sont pas hyper favorables. Si on ne faisait que de la littérature, si on était si on publiait 20 romans, tout le monde aurait plus de chance. Là, on en publie quoi? 3, 4 par an, c'est le grand maximum. Parce qu'on réserve une partie de notre énergie pour la langue corse, qui nécessite une attention particulière. Parce qu'on essaie de combler des vides dans l'espace éditorial. Voilà, par exemple, la littérature jeunesse était en panne, donc on travaille dessus. Ce travail-là, il prend des heures, il prend du temps, voilà. Donc, en réalité, c'est ça qui est derrière. Je suis très content de le dire là, parce que je sais que c'est pas super bien perçu, parce que quand on a son manuscrit refusé,
ah ben on a une blessure, parce qu'on a mis beaucoup de choses dedans. Donc, mais il faut bien se dire que, et moi je fais toujours attention de le dire, il y a plein de raisons pour ne pas être publié. D'accord ? Ça n'est pas, il faut faire attention à ça. C'est très narcissique d'écrire, et il ne peut pas y avoir une blessure narcissique derrière de ne pas être publié. Hein, il faut préserver l'idée d'écrire, parce que, comme disait Michel, c'est très, ça va toucher quelque chose qui est très, qui est de l'ordre du moteur, qui est de l'ordre de la chose la plus essentielle, la flamme qu'on a dedans. Ça c'est très très important. Donc il faut toujours séparer la question de l'écriture de la question de l'édition. C'est deux problématiques totalement différentes. Et la question de l'édition se pose en dehors, elle ne se pose pas toujours dans ce côté est-ce que j'ai bien écrit, est-ce que c'est bien la reconnaissance. On n'est pas toujours dans ce cadre-là. Quand on commence à travailler, oui, mais quand vous êtes refusé, non. Il faut se dire, bon, c'est pas ma chance, c'est passé à côté, c'est pas très grave. D'accord ? Je propose à quelqu'un d'autre, il attend, j'en fais un autre en attendant, etc. Parce qu'écrire est essentiel pour vivre pour de très nombreuses personnes. Voilà. Mais éditer, non. Moi, je pense qu'éditer, c'est une autre chose. C'est une autre. L'écrit prend un autre sens, une autre vie, va ailleurs. Hein? Donc, je dis toujours que le livre, il a trois vies. Il a une vie chez l'auteur, une vie chez l'éditeur et une vie chez le lecteur. Et on n'y peut rien. Ça se passe différemment à chaque fois. Voilà. Donc on essaie de ménager tout ça. Ça n'est pas très grave si il ne faut pas se décourager. Et Michel le disait, il veut écrire et il écrit pour des gens qu'il connaît très bien, c'est sa famille. Ben, c'est très important. Personne ne va nier ça. Il faut qu'il le fasse. Voilà. Après, la question du livre, c'est une autre chose. C'est complètement autre chose. C'est d'autres conditions d'émergence, de naissance. Ça se passe ailleurs, ça se passe dans un autre monde, c'est vrai. Et je sais bien que l'auteur n'a pas toutes les clés de ça. L'éditeur ne les a pas toutes non plus. Donc. Je crois que ça transparaît dans tout ce que dit Bernard. L'édition reste un métier très artisanal, en définitive. Même quand on travaille dans une maison d'une toute autre dimension que Albion, ça reste un métier artisanal parce que un livre, ce n'est jamais que de l'encre et du papier, en gros. Et ça ne coûte donc pas très cher à fabriquer. Et donc on peut se permettre de prendre des risques, de publier à perte des livres. Je n'ai pas fait de statistiques, mais je suis sûr qu'au seuil, les 2/3, je parle en littérature proprement dite, les 2/3 des livres qu'on publie, on les publie à perte. Les ventes n'amortissent pas les frais engagés. Mais on peut se le permettre, parce que ici et là, il y a des succès qui compensent largement tout cela. Ça reste un métier artisanal et pour lequel il n'y a pas d'école. Hein. Il n'y a pas de critères. Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que vous basez sur le style, sur l'histoire, impossible de répondre à cette question. En fait, c'est un peu tout cela à la fois. On cherche à débusquer une voix singulière, quelqu'un qui nous dit de façon unique quelque chose d'unique. Voilà. Dit comme ça, c'est très vague, c'est très théorique ce que je dis. Mais quand vous avez les textes sous les yeux, eh ben ça saute aux yeux, en fait. Ça devient vite évident que là, il y a quelque chose. Là, non, ça, ce n'est que de l'imitation, que de ceci, là. Mais là, il y a quelque chose. Peut-être à retravailler, mais c'est ça qu'il faut creuser. Voilà. Mais c'est pas une science exacte non plus. On peut se tromper. Et puis, on peut aussi lire des choses que l'on trouve bien et qu'on estime que c'est pas nous qui saurons le défendre. Donc, on le laisse aller chez un concurrent parce que il aura mieux sa place que chez nous. Ça arrive aussi. Voilà. Oui, ça c'est juste. Ce qu'il vient de dire, c'est très juste. Il y a souvent des erreurs d'expédition. C'est-à-dire on reçoit des manuscrits qui ne nous sont pas destinés en réalité. Parce que l'auteur n'a pas fait
n'a pas fait ce travail-là, qui est donc un travail particulier, l'édition, qui commence par ça, qui est de bien choisir son éditeur. Et je dis toujours, parce que moi je suis très long dans les lectures, il faut des fois attendre 6 mois, plus, je dis toujours, mais proposez-le à plusieurs et après vous choisissez. Et si vous préférez le plus rapide, tant mieux. Si vous avez le choix entre 3, ben, vous choisissez le meilleur, etc. Il ne faut pas hésiter à donner les chances à son propre travail, évidemment. D'accord. Et à donner à un éditeur, attendre 6 mois, et puis pour le donner à un autre derrière, évidemment, ça désespère. Donc mon conseil, c'est de donner à ceux qui ont la chance de lire vite, d'avoir la capacité de faire, etc. Mais moi, je reçois beaucoup de manuscrits qui ne sont pas du tout destinés aux éditions Albiane, qui sont des bouteilles à la mer, peut-être. Et ça, évidemment, on le sent tout de suite. C'est évident qu'il y a beaucoup de livres qui ne pourraient pas du tout être publiés chez Albiane et que je reçois quand même. Donc il faut bien choisir, il faut bien cibler. Je vais juste garder le micro pour si je peux me permettre une question un peu personnelle. Est-ce que vous trouvez, hors votre métier d'éditeur, le temps de lire et l'envie, est-ce que vous la gardez de lire des œuvres pour vous, en fait? J'ai mal entendu la question. Ah, pardon. Je disais, est-ce que vous avez toujours le temps, en fait, de lire au-delà de votre métier, et est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à lire? Le temps manque. J'aimerais passer plusieurs mois à ne lire aucun manuscrit, parce qu'un manuscrit, c'est pas un livre. C'est un texte, c'est un livre en devenir, en gestation. Mais c'est un texte qu'on lit en essayant de débusquer ses faiblesses. C'est pas la même attitude que celle que l'on a quand on lit un livre achevé, si j'ose dire. Hein. Et puis par ailleurs, ce métier m'amène à être constamment dans l'actualité des publications. Et moi, quand je lis pour mon plaisir, je lis des classiques souvent. Voilà. Et je retrouve le vrai plaisir de lire, essentiellement l'été. Hein. Mais j'aimerais que ce soit plus fréquent, oui, quand même. Oui, moi je regrette effectivement de lire beaucoup de choses qui sont insatisfaisantes. Mais oui, c'est une hygiène en réalité. Je suis obligé de lire autre chose à côté, bien sûr. Parce que sinon vous imaginez, vous lisez que des manuscrits pas finis, vous devenez fou. Si vous aimez un peu votre métier, vous avez besoin d'alimenter par d'autres choses. Voilà. Moi, je mets des livres partout dans la maison et chaque fois qu'il y a un fauteuil à côté, vous avez un livre. Voilà. Que je lis, ça peut être, c'est un petit peu de tout. Mais évidemment, je suis très centré sur la Corse, donc beaucoup sur l'histoire de la Corse, etc. Je lis beaucoup de choses comme ça. Là, actuellement, je lis un petit recueil de proverbes corses publié en 1906 et je me régale. Voilà. Je lis tous les proverbes, je dis, ah tiens, celui-là, je connais pas. Voilà. C'est pas vraiment de la lecture, on ne peut pas dire que ça soit la lecture le plaisir, mais ça permet de faire autre chose. Une autre question, une autre intervention, ou bien on va boire un verre? L'alternative est intéressante. Bon, j'espère qu'on ne vous a pas coupé l'envie d'écrire. Du coup. En tout cas, non, avant de boire un verre, vos auteurs sont là à votre disposition pour dédicacer des livres si vous le souhaitez. Et puis, on va boire un verre dans la cour. Ouais. Je tiens à vous remercier, y compris pour vos témoignages. J'ai entendu des choses fortes ce soir. Bon, voilà. Oui, moi aussi, je vais remercier tout le monde. Je veux dire à ceux qui participent à l'atelier que j'ai beaucoup de textes à mettre en ligne encore. Faut me laisser un peu de temps. Il devait y en avoir cette semaine, j'ai pas eu le temps. Et qu'ils peuvent participer aussi directement au Decameron en envoyant des textes directement. Il y a des
voilà, on fait des sessions avec que des textes libres, entre guillemets, et puis il y a les racines de ciel. Voilà. Donc vous avez de quoi vous amuser, et voilà, vous n'êtes pas perdu tout seul devant votre ordinateur. Merci Bernard, c'est un honneur pour l'atelier de... Merci. Et merci Bertrand Vivage d'avoir fait le déplacement pour nous.